Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Salut ma gueule, c'est John Michael et aujourd'hui on va se faire une bouffe avec YFood. T'es du genre à beaucoup bosser et t'en oublies de te faire à manger? Pas bien. Ou bien t'es du genre à passer tes journées sur la console et ça te fait sauter des repas? Pas bien du tout ma gueule. Heureusement que YFood est là. YFood, c'est un assortiment de boissons nutritives de divers goûts qui vont te permettre de ne pas sauter de repas. Parce que sauter des repas c'est une sale habitude, tu sais. Voyons ça d'un peu plus près ma gueule. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. Et c'est sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Résultat, un repas complet et équilibré à boire en 5 minutes et qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Et la nouveauté du moment, ce sont les boissons fruities au goût pêche, fraise et mangue. Et en plein été, autant te dire que ça fait du bien une boisson fruitée. Profite d'une réduction sur les packs découvertes grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. 5 boissons de 500 ml pour essayer tous les goûts en version classique ou vegan. Les frais d'expédition sont offerts pour toute commande de packs découvertes à destination de la France et de la Belgique et pour toute commande supérieure à 25 €, peu importe la destination. Alors n'hésite plus, tu m'en diras des nouvelles. Bonne app ma gueule. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui on va parler d'un film interdit aux moins de 12 ans qui a bercé mon enfance. Ouais, j'étais un ouf. Bref, des requins, de l'action, un perroquet et un rappeur avec un chapeau tel un aileron, aujourd'hui c'est Peur Bleue. Duncan Kennedy grandit en Australie dans l'état de Queensland. Dans les années 80, alors qu'il n'est qu'un jeune minot comme disent les trentenaires, Duncan est témoin d'un horrible événement. Sur la plage près de chez lui, les restes du corps d'une victime de requin ont été ramenés par les eaux. Des images atroces qui vont rester gravées dans son esprit. On pourrait même parler de traumatisme étant donné que suite à cet épisode, il fera un rêve récurrent dans lequel il est poursuivi par des requins à l'intelligence supérieure au sein d'un couloir inondé. Quelques années plus tard, dans les 90s comme disent les bilingues, il part explorer la grande barrière de corail avec sa femme. Le couple loue alors un bateau pneumatique pour rejoindre une petite île. Et alors qu'il s'apprête à partir, c'est soudainement la panique générale. Il y a un requin dans l'eau. Mais bon, comme ils ont pas hyper envie de laisser ce requin gâcher leur excursion, ils attendent 10 minutes et mettent leur embarcation à l'eau. Sauf qu'à mi-chemin entre la côte et leur destination, les vagues se font de plus en plus violentes et leur canot manque de chavirer. Repensant à ce requin qui pourrait bien se trouver juste en dessous d'eux, ils sont soudain gagnés par une légère panique. En même temps, niveau instinct de survie, la manœuvre était pas folle. Heureusement, plus de peur que de mal puisqu'ils arriveront à destination sans encombre. Et alors qu'ils touchent au but, ils aperçoivent les tunnels aquatiques d'un observatoire abandonné qui rappelle à Duncan ce cauchemar qui le hantait lorsqu'il était plus jeune. Quelques jours plus tard, le couple visite cette fois une ferme bovine sur cette bonne vieille terre ferme où les animaux sont modifiés via des shots d'hormones de croissance, un traitement qui a pour effet secondaire de les rendre plus agressifs. Bingo, une idée lui vient en tête. Les bovins passent à l'attaque dans Peur Bleue. Alors non. Les événements de ces derniers jours le poussent à se lancer dans l'écriture d'un scénario. Parce que oui, Duncan est scénariste, diplômé de l'USC. Enfin, il est designer à la base. C'est même lui qui a conçu la puce du T-800 dans Terminator 2 et le labo de Cyberdyne. Mais ces derniers temps, il est plutôt dans l'écriture. Du coup, il entame la rédaction de Deep Red, un film de requin dans lequel il va exorciser ses peurs d'enfant. Pour ce faire, il s'entretiendra avec de nombreux spécialistes du domaine, se penchant plus particulièrement sur les recherches médicales liées aux requins. En seulement 2 mois, il écrit traitement et scénario. Son histoire prend place au sein d'un laboratoire étudiant des requins génétiquement modifiés dans le but de soigner des maladies graves. Et comme sur les bovins, ces modifications augmentent leur agressivité, mais aussi leur intelligence. Suite à une tempête, les requins s'échappent et pénètrent dans les labos inondés, où ils s'adonnent à un petit massacre. Parce qu'ils ont la dalle. Grâce au producteur Lloyd Segan, qu'il connaît bien, il fait parvenir son script à l'agence Paradigm, qui le vend à la Warner au bout de 2 mois, à la fin de l'année 1994. Mais la Warner exige des changements. Pour commencer, elle veut que l'action prenne principalement place en intérieur plutôt qu'au milieu de l'océan. Une chose que le scénariste voulait justement éviter, ne désirant pas spécialement écrire un sous-alien aquatique de plus, citant notamment Deep Star 6 et Léviathan pour étayer son propos. Dans son script, l'action prenait place à 50% en intérieur. Il en fallait plus pour le studio, extrêmement réticent à l'idée d'investir dans ce genre de production qui occasionne bien souvent des tournages désastreux. On témoigne notamment Titanic, Waterworld et bien évidemment Les Dents de la Mer. Ouais, tourner sur l'eau, c'est compliqué. Ainsi, même si Kennedy avait peur que ses couloirs inondés ne deviennent monotones au bout d'un moment, il effectue les changements demandés. Par exemple, lors d'une séquence pleine de suspense, les personnages utilisent un câble pour passer au-dessus de l'eau. Malheureusement, l'une d'entre eux tombe à l'eau et finit dans les mâchoires d'un squale malgré l'intervention héroïque de l'un de ses compagnons. La scène est ainsi modifiée pour prendre place en intérieur, une échelle remplaçant le câble. Le scénariste travaillera sur le script pendant 8 mois, procédant en tout à 3 réécritures. Ensuite, la Warner fit appel à un paquet d'autres scénaristes. Donna Ewen Powers, Charlie Mitchell, Michael Frost Beckner, Simon Barry, Carty Tuckington, Akiva Goldsman et possiblement Simon Kinberg, ce dont doute Kennedy étant donné qu'il n'a jamais lu son manuscrit. Ainsi, chaque scénariste apportera sa pierre à l'édifice, même si certaines idées seront vite abandonnées. Notamment une histoire d'espionnage industriel par Carty Tuckington et un sauvetage au déroulement très différent par Michael Frost Beckner. Des personnages furent également créés, puis supprimés, puis fusionnés. C'est notamment le cas de Winston, un chef de cuisine jamaïcain créé par Simon Barry, qui disparut au fil des réécritures avant d'être réintroduit par les Powers, qui élargirent son rôle. Le personnage central de Susan McAllister subit également de nombreux changements. Dans le script original, l'histoire avait un déroulement à la Jurassic
Jurassic Park, dans le sens où la galerie de personnages comprenait beaucoup d'intervenants extérieurs à la station, venus pour évaluer les lieux et le travail effectué sur place. Et parmi ces intervenants extérieurs, il y avait donc Susan McAllister, biologiste marine passionnée par son métier et au caractère attachant bien loin du résultat final. Ce sont les Powers qui eurent l'idée d'intégrer une backstory concernant son père souffrant d'une maladie neurodégénérative et d'en faire une experte de cette maladie. Et puis, entre les mains de Charlie Mitchell, le personnage redevient une biologiste marine, mais fait désormais partie intégrante de l'équipe travaillant dans la station de recherche. Elle s'avère même responsable du côté non éthique des recherches sur les requins, faisant d'elle une antagoniste. Il conserve néanmoins la backstory de son père malade, qui permet de donner une raison compréhensible à ses agissements. Le climax changea également beaucoup. Chez Kennedy, il prenait place sur un bateau en train de couler, tandis que chez les Powers, il impliquait un crash d'hydravion. Et si le scénariste original n'est plus intervenu pour fournir de nouvelles réécritures, il est cependant resté pleinement impliqué dans le processus. Les producteurs Alan Rich et Tony Ludwig lui envoyant régulièrement les nouvelles versions et prenant note de toutes ses remarques et idées qu'il leur faisait parvenir via des documents de 4 à 5 pages. L'ex-designer mettait également la main à la pâte en dessinant des storyboards et même des affiches. En 1996, Kennedy et ses amis de l'USC vont au cinéma voir Le Porteur de cercueil, le premier film de Matt Reeves. Sur la rangée juste devant eux, Steven Spielberg lui-même, accompagné de sa femme Kate Capshaw. L'un des amis de Kennedy engage alors la conversation avec le réalisateur et déclare que son ami vient tout juste de vendre un script pour un film de requin qui va venir concurrencer Les Dents de la Mer. Ce à quoi Spielberg répondit simplement et avec le sourire « Bonne chance ». Et c'est ainsi qu'après 2 ans de travail, Kennedy reçoit un appel téléphonique. À l'autre bout du fil, Rennie Harlin, qui lui déclare qu'il adore son script ainsi que les notes qu'il a fournies concernant la dernière version. Mais qui est donc Rennie Harlin ? Rennie Harlin, c'est un réalisateur finlandais principalement connu pour ses films d'action. Sur son CV, Die Hard dans un aéroport, Die Hard à la montagne, mais aussi L'île aux pirates, un flop tellement spectaculaire qu'il aura provoqué la faillite de Carolco Pictures en 95. Bref, de la production pas bien finaude, mais réalisée avec soin par un artisan honnête qui aime son métier. Et donc, au milieu des années 90, Harlin réfléchit à son prochain projet. Il aimerait faire un film d'horreur à gros concept, quelque chose qui soit à la fois terrifiant et spectaculaire. Il en avait marre que les films d'horreur ne soient pas considérés comme ils le méritaient par Hollywood, devant souvent se contenter de budgets très réduits. Le réalisateur voulait donc boucler le XXe siècle avec un film d'horreur événement dans la lignée de Shining, L'Exorciste et Les Dents de la Mer, avec une réalisation, un casting et des moyens dignes de ce nom. Ouais, Harlin, il est ambitieux. Et c'est ainsi que le réalisateur se voit proposer non pas un, mais 2 films de requins. La Warner lui propose Deep Red, devenu Deep Blue Sea, et Disney lui offre The Meg, adaptation du roman de Steve Alten finalement sorti en 2018. Ça peut être très long à Hollywood. Mais Harlin opte pour Deep Blue Sea. On dira peur bleue, hein. Les requins, c'était le concept parfait pour lui. Mais au premier abord, il a peur. Il a peur de passer après Spielberg, car il sait très bien que quoi qu'il fasse, il restera dans l'ombre des Dents de la Mer. Mais à force de discussion avec le studio, il se rend compte que le projet va lui permettre d'apporter du neuf au genre. D'autant que le classique de Spielberg se faisait vieux. D'un point de vue purement technique, il y avait donc moyen de produire quelque chose de révolutionnaire avec des requins plus vrais que nature. Le potentiel était là. Le réalisateur commence alors à réfléchir à son casting. Il contacte immédiatement Samuel L. Jackson, avec qui il avait travaillé sur Au revoir à jamais et qu'il voulait absolument retrouver sur ses projets futurs. Il lui offre donc le fameux rôle de Winston, le chef de cuisine, avant qu'il ne soit réécrit pour devenir le personnage que l'on connaît désormais. Si Winston a droit à quelques scènes badass, notamment une où il s'entaille la main pour attirer un requin et ainsi sauver un autre personnage, l'agent de l'acteur n'est pas convaincu par ce rôle, qu'il trouve trop anecdotique. Face au refus de Jackson, Harlin a une idée. Il va lui proposer un autre personnage, mais qu'il doit d'abord faire réécrire. À l'heure actuelle, le script comporte le personnage de Conrad, un aventurier que Kennedy décrit comme un mélange entre un jeune Quint et Crocodile Dundee, et que l'on imagine être le héros avant qu'il ne meure de façon spectaculaire et inattendue. Il y a également Brock, le méchant ponte arrogant qui menace de fermer le laboratoire. Et Harlin verrait bien Jackson incarner un mélange de ces 2 personnages. Il demande donc au scénariste Charlie Mitchell de procéder à la fusion. Ainsi naquit le personnage de Russell Franklin. Un ponte aventurier qui meurt de façon spectaculaire et inattendue. Face à l'enthousiasme communicatif de Harlin, qui se vante de lui offrir le rôle de l'homme le plus riche du monde et lui promet une scène choc et inoubliable, Jackson est emballé et accepte le rôle. Pour constituer le reste du casting, le réalisateur s'inspire d'Alien, pour lequel Ridley Scott s'était majoritairement entouré d'acteurs à la notoriété limitée. Le seul acteur véritablement connu du grand public était Tom Skerritt, ce qui laissait à penser qu'il serait le héros du film. Ainsi, quand son personnage mourut, le public fut choqué et perdu. C'est exactement l'approche que souhaitait adopter Harlin en entourant Jackson d'acteurs à la notoriété plus limitée. Ainsi, ce sont les Américains Thomas Jane et Michael Rapaport, la Britannique Saffron Burrows, l'Australienne Jacqueline McKenzie et le Suédois Stellan Skarsgård qui rejoignent le casting. Et pour incarner le fameux Winston, c'est le rappeur LL Cool J qui est choisi. Et Harlin tombant sous son charme dès leur première rencontre, il décide de faire réécrire le personnage pour lui donner plus d'importance. Winston devient alors Preacher et fera partie des derniers survivants. Au grand étonnement de Jackson, pour qui Winston n'était que Winston. Le 3 août 1998, le tournage débute au Mexique dans la ville de Rosarito, à Barra Studios où se trouve le plus gros réservoir d'eau du monde qui avait notamment accueilli l'équipe de Titanic. Il ne tourne donc pas au milieu de l'océan, ce pour garder un certain contrôle sur l'environnement. Dans les studios, absolument tous les décors de la station aquatique doivent être construits. C'est donc un chantier particulièrement ambitieux qui prend place, supervisé par les directeurs artistiques Joseph Bennett et William Sandel. Pour Harlin, il était essentiel que la station ait l'air authentique. Il ne voulait pas d'un aspect trop futuriste qui aurait fait lorgner le film dans le genre science-fiction. C'est la raison pour laquelle ils ont imaginé qu'à l'origine, elle servait à accueillir les sous-marins de la
Seconde Guerre mondiale, lui donnant par conséquent un côté rétro qui, mixé avec l'équipement high-tech du laboratoire, lui donnera un look original. Le décor du labo, justement, sera bâti au-dessus d'un réservoir de 60 mètres de long pour 30 de large et 12 de profondeur, et posé sur une sorte d'élévateur permettant de l'immerger totalement dans le bassin. Chose qui serait capitale pour tourner les scènes où le décor est complètement inondé. En plus de tous ces décors, des maquettes de très grande taille sont également conçues pour les plans larges, les plans sous-marins et le plan où la vitre du labo se brise. Bref, il y a beaucoup de choses à construire et les 60 millions de dollars de budget ne seront pas de trop. Sans oublier la conception des requins. L'objectif principal de Renny Harlin sur ce film, c'était que les requins soient les plus réalistes possibles. Et il tenait à les montrer, prenant complètement à revers le principe des dents de la mer qui consistait à montrer le requin le moins possible. Une décision de mise en scène excellente, mais surtout motivée par le fait que le requin mécanique ne fonctionnait pas. Ici, les requins devraient donc être parfaits. C'est la mission que Renny Harlin confia au spécialiste des effets spéciaux Walt Canty, qui n'était pas étranger aux animaux marins puisqu'il s'était auparavant chargé de l'orque Willy. Du film Sauver Willy, je précise pour les incultes. Walt Canty et son équipe doivent donc concevoir 4 requins animatroniques de la tête à la queue. Il ne s'agira pas de moitié de requins comme sur les dents de la mer, mais de squales entiers, à l'échelle et capables de nager. Une véritable prouesse pour laquelle Canty et son équipe utilisèrent des technologies issues de l'aérospatiale, plus précisément de Boeing 747. Cela prit en tout 8 mois pour concevoir ces 4 requins télécommandés. 3 de 4 mètres et demi et un de 8 mètres, le requin Star, qui pesait 3 tonnes 6 et était capable de nager à 56 km/h grâce à un moteur de 1000 chevaux. Les acteurs allaient devoir faire gaffe. Pour obtenir les mouvements les plus naturels possibles, Walt Canty et son équipe étudièrent consciencieusement de vrais requins pendant des semaines, regardant tous les reportages possibles et les décortiquant image par image pour étudier leur façon de se mouvoir. Ils tenaient à connaître les animaux sur le bout des doigts pour être à même de dépeindre fidèlement leur vitesse, leur énergie et leur imprévisibilité. Et c'est quasiment dès le début du tournage que l'équipe accueille un des squales de 4 mètres pour tourner une séquence où ce dernier attaque Suzanne, incarnée par Saffron Burrows, dans les bureaux inondés. Et l'équipe reste sans voix face au résultat. Le requin est absolument bluffant, capable de se mouvoir tel un authentique animal. Il est si réaliste que les acteurs n'ont pas besoin de jouer la comédie, il leur suffit simplement de réagir. Mais si le bond technologique comparé à Bruce des Dents de la Mer est impressionnant, tout n'est pas parfait pour autant. Car lors de ce premier jour, un accident survient. Après que les techniciens des effets spéciaux aient programmé le requin animatronique pour effectuer les mouvements demandés, ce dernier, incontrôlable, bondit hors de l'eau et passe à travers le plafond du décor. Ah oui, ça marche bien, dites donc. Un incident qui rappelle à l'équipe que ces machines sont extrêmement puissantes et dangereuses et que tout le monde doit donc rester sur ses gardes en leur présence. Car non, les requins n'obéissaient pas parfaitement. Les techniciens n'avaient pas le contrôle total et il arrivait fréquemment que ces derniers continuent de bouger après la prise. Renny Harlin se laisse alors gagner par la nervosité. 8 mois de conception pour des requins hors de contrôle? Comment va se passer le reste du tournage? Et pour les scènes où les acteurs devront interagir physiquement avec eux? C'est justement ce qui va se passer pour une scène capitale se déroulant au sein de l'immense décor du laboratoire où le requin de 8 mètres est censé arracher le bras du personnage de Whitlock, incarné par Stellan Skarsgård. À l'origine, en la lisant, tout le monde pensait qu'il s'agirait d'une séquence réalisée à l'aide d'effets visuels. Mais non, Renny Harlin voulait la tourner pour de vrai. Une séquence qui constituera donc un vrai challenge, mais qu'ils parviendront à mettre en boîte sans problème grâce à un travail de précision brillamment exécuté par les techniciens des effets spéciaux. Mais ils n'en ont pas fini avec le décor du labo, car c'est là que prend place l'un des grands moments du film, quand la vitre donnant sur l'océan se brise et que les personnages doivent donc évacuer au plus vite les lieux alors que l'eau s'y engouffre. Pour réaliser cette séquence, pas d'effet visuel au programme. L'équipe y déversera de grands réservoirs d'eau et le décor lui-même sera plongé dans le bassin. Quand Harlin crie action, c'est donc une vraie course contre la montre pour les acteurs qui doivent évacuer au plus vite car le décor se remplit rapidement. Le tout en faisant bien attention aux ordinateurs et à tout l'équipement importé par les eaux. Et ouais, sinon c'est trop facile. L'eau, c'est ce qui va donner des cauchemars à l'équipe pendant le tournage. Jackson ne s'attendait d'ailleurs pas à une expérience aussi éprouvante et à être autant mouillé. Son programme, c'était essentiellement de partir jouer au golf entre les prises. Mais non, les conditions sont rudes. Les acteurs sont constamment trempés, arrosés par des tonnes d'eau, ils doivent effectuer de nombreuses actions physiques, les couloirs sont extrêmement glissants et le film se tourne de nuit pendant 1 semaine et demie, ce qui s'avère toujours éreintant. Et sous des trompes d'eau, évidemment. Car il fallait à la fois simuler la pluie torrentielle et les vagues déchaînées, soit une douzaine d'heures par jour à passer complètement trempés pour l'équipe. Les acteurs subiront même un petit incident quand une vague les percute de plein fouet et les emporte, ce qui n'était pas du tout prévu. La prise sera cependant conservée au montage, ajoutant plus de sel à la séquence. Cerise sur le gâteau, Rosarito subit une invasion de criquets pendant le tournage. De nombreuses séquences de dialogue seront ainsi réenregistrées en post-prod, les insectes étant bruyants. Mais l'équipe n'est pas au bout de ses peines. Elle doit en effet tourner une scène au sein de la cage d'ascenseur de la station, soit un décor de 12 mètres de haut, mais qui s'avère être un véritable enfer pour y tourner. Car comment y faire entrer le casting ainsi que les centaines de techniciens et l'équipement? Hein? Comment on fait? L'équipe utilisera finalement un dispositif permettant de faire descendre et monter la caméra au milieu de la cage, ce qui leur facilitera la tâche. Mais ce sont 6 jours de tournage compliqués qui s'annonçaient. Au programme, des effets visuels pour donner l'impression que la cage fait 45 mètres au lieu de 12, des cascades et du requin animatronique. Et cette fois-ci, le requin interagit non pas avec une cascadeuse, mais avec l'actrice Jacqueline McKenzie elle-même, prise dans la gueule du squale, qui la jette hors de l'eau avant de disparaître définitivement. Une prise qui dut être refaite plusieurs dizaines de fois le temps que l'actrice apprivoise le requin animatronique et soit donc parfaitement à l'aise à l'idée d'effectuer l'action demandée. LL Cool J aura également droit à son tour dans les mâchoires du requin lors du climax, sauf que lui il a droit au requin de 8 mètres. Et lui aussi il a des petits ratés. Genre il remonte pas forcément toujours à la surface, pour le plus grand plaisir de LL Cool J qui a pu améliorer ses capacités d'apnée. Et pour ce climax, Renny Harlin donne tout ce qu'il a. Du requin animatronique, du requin en CGI, des effets spéciaux, des cascades, des explosions, bref, ce sera du grand spectacle. Mais dans Peur Bleue, il n'y a pas que de l'action, il y a aussi des dialogues.
Des dialogues parfois pas sans sas, mais des dialogues quand même. Et à ce niveau-là, Samuel L. Jackson fut particulièrement gâté avec un discours de pas moins de 7 pages qu'il jugea horrible et impossible à déclamer. Le soir juste avant de tourner cette scène, il en parle à Jeff Hawken, le superviseur des effets visuels qui sera chargé de donner vie au requin en post-prod pour les plans les plus complexes. Parce que ce qu'il faut savoir vis-à-vis de cette scène, c'est que suite à ces 7 pages de discours, le personnage de Russell Franklin est censé se faire soudainement dévorer par un requin. Une action qui sera donc créée à l'aide d'effets visuels. Ainsi, Jackson demande à Hawken s'il est possible de le tuer bien avant la fin du speech. Et la réponse est oui. Le lendemain, alors que tout est en place, Arline crie action. Jackson commence donc à réciter ses répliques, puis saute quelques pages pour arriver directement à la conclusion. Arline, désarçonnée, demande à Jackson de bien réciter ses 7 pages de dialogue. Mais sur la prise suivante, Jackson remet ça aux grandes dames de son réalisateur. Jeff Hawken décide alors d'intervenir et explique à Arline comment il pourrait modifier la séquence pour l'améliorer. En gros, il lui parle d'une séquence dans la veine des aventuriers de l'Arche perdue quand Indiana Jones fait face aux mercenaires à l'épée. Tout le monde s'attend à un combat spectaculaire, mais Jones met directement fin à la confrontation en lui tirant dessus. Ici, ce sera la même chose. Jackson commencera un speech dramatique et hollywoodien, plaçant le public en terrain inconnu, sauf qu'il sera interrompu en plein milieu par le requin. Mais Arline n'est pas convaincue par cette idée. Le bras de fer entre l'acteur et le réalisateur continua donc le temps d'une vingtaine de prises, où Arline tenta tant bien que mal de mettre en boîte sa séquence avec un Jackson bien peu investi. Après cette journée laborieuse, Jackson et Hawken se retrouvent, et l'acteur insiste à nouveau auprès d'Hawken pour qu'il fasse mourir son personnage le plus rapidement possible. Affaire à suivre. Une fois le tournage principal bouclé à Barra Studios, le réalisateur emmène une partie de son équipe aux Bahamas pour y filmer de vrais requins. Là, il met en boîte des plans de Thomas Jane lui-même au milieu des squales, et l'acteur y prendra goût car il finira même par plonger sans combinaison. Et c'est ainsi que le tournage prit fin avec 2 jours d'avance sur le planning, le 5 novembre 1998. Mais il restait bien évidemment pas mal de boulot. C'est Hammerhead Productions qui eut pour mission de concevoir les 35 plans à effet visuel du film, impliquant bien évidemment des requins, mais aussi quelques extensions de décors. Hammerhead Productions, c'était un studio assez jeune qui avait notamment conçu les dauphins de Titanic. Et suite à cette expérience concluante, il voulait absolument s'impliquer sur les requins de peur bleu. Faut dire que leur nom les prédestinait un peu à ça. Hammerhead, requin marteau, tout ça. Un nom qui a très certainement joué en leur faveur auprès de la Warner, qui a sans doute supposé qu'ils étaient experts en squale. Concernant la partie musicale, c'est Trevor Rabin qui hérite de la tâche ingrate consistant à trouver une identité musicale pour les requins, tout en sachant que son travail serait bien évidemment comparé à celui de John Williams. Pour ce qui est du montage par contre, il y a un petit problème. Un problème lié au fameux discours de Jackson. Comment monter une scène quand il manque les 3/4 des répliques ? Le monteur fait ce qu'il peut pour monter une version à peu près regardable de la séquence, faisant venir quelqu'un pour enregistrer les répliques manquantes et les plaçant sur des plans où l'acteur est de dos. Ça bricole quoi. Après quelques mois de travail, une projection test a lieu. Et c'est pas la folie. À la fin de la projection, les lumières se rallument et un silence de mort se fait entendre. Un silence bien vite brisé par un membre du public qui hurle « Régnier Arline, t'es mauvais !» Une remarque pas forcément constructive, mais qui a le mérite d'être claire. Après la projection, le studio se retrouve avec un paquet de notes diverses de la part du public test, des notes dont il fait bien évidemment part au réalisateur. Ce qui ressort de tout ça, c'est que le ton beaucoup trop sérieux du film joue contre lui. Il est donc demandé au monteur de tout reprendre à zéro, mais il refuse. Du coup il s'en va et Frank Uriost prend sa place. Il s'attelle donc à remplir sa mission, qui n'est pas de transformer Peur Bleu en comédie, mais de le rendre un peu plus conscient de son côté extravagant. À ce moment-là, Jeff Hawken intervient auprès du monteur pour discuter avec lui de la fameuse scène du discours et lui fait part de son idée, désormais totalement en phase avec les directives de la Warner. Le monteur s'en charge et le superviseur apporte donc la séquence à Hammerhead pour travailler dessus. Et cette séquence de seulement 72 images, soit 3 secondes, va leur demander des semaines de travail, car beaucoup de choses s'y déroulent et il fallait que le résultat soit le plus convaincant possible malgré les moyens techniques limités de l'époque. Il fallait animer le requin en CGI, la doublure CGI de Jackson, sans oublier l'eau elle-même. Comment rendre l'animation dynamique et comment rendre le tout réaliste? Cela s'est fait par petites touches en ajoutant des détails, des ombres, des gouttes d'eau et de sang sur la caméra, jusqu'à obtenir un résultat jugé satisfaisant. Après plusieurs semaines de travail, le film a droit à une nouvelle projection test, et cette fois-ci, c'est un carton. Le public est à fond, et au moment de la mort de Jackson, il devient fou. Bref, c'est une réussite totale. Et puis la fin arrive. Et tout retombe comme un soufflé. Car dans cette fin originale, c'est le personnage de Suzanne qui fait exploser le requin, devenant donc l'héroïne. Mais aux yeux du public, elle est la méchante, car c'est elle qui est responsable de cette situation. Elle ne pouvait donc pas s'en tirer comme ça. Pour Arline, c'est une véritable révélation. Il se rend compte qu'il doit tuer ce personnage pour offrir une fin satisfaisante au public. Ainsi, il réécrit la fin du film à un mois de la sortie et tourne de nouveaux plans aux catastrophes au sein des studios Universal avec LL Cool J et Thomas Jane. Les artistes de Hammerhead Studios devront ensuite faire un travail de dernière minute pour animer le requin dévorant Suzanne et effacer Saffron Burrows de quelques plans. Et le film est prêt. Le 28 juillet 1999, le film sort sur les écrans américains et fonctionne pas mal sans plus. Avec 164 millions de dollars récoltés au box-office mondial, le succès commercial est modéré. Et c'est pas mieux du côté critique, où le film obtient à peine la moyenne, tuant dans l'œuf le projet d'un éventuel Peur Bleu 2. Du coup, Peur Bleu, digne héritier des Dents de la Mer ou juste un horrible nanar aquatique de plus? Au centre de recherche Aquatica, perdu au milieu de l'océan, une équipe de chercheurs travaille sur des requins mako améliorés, officiellement grâce à une hormone, officieusement via des manipulations génétiques effectuées par Suzanne McAllister et Jim Whitlock. Le but de ces recherches, trouver un traitement à la maladie d'Alzheimer. Mais suite à un incident, les investisseurs prennent peur et menacent de mettre fin au projet. Suzanne tente alors le tout pour le tout et propose un marché à Russell Franklin. S'ils n'obtiennent pas de résultats satisfaisants à leurs recherches sous 48 heures, le labo fermera. Sauf que les choses dégénèrent rapidement. Les manipulations génétiques
politiques effectuées sur les requins les ayant rendus plus intelligents et agressifs que jamais. Quand ces derniers parviennent à inonder le complexe sous-marin, l'équipe va devoir tout tenter pour évacuer au plus vite et espérer échapper aux squales. Et pour résumer, Peur Bleue, c'est... con mais bon? Ce qui est cool avec Peur Bleue, c'est que c'est un film qui assume totalement son statut de divertissement bâté méchant. Arline était bien conscient du fait qu'il serait impossible de faire de l'ombre au film matriciel du genre Les Dents de la Mer. Du coup, plutôt que de s'opposer en héritier du chef-d'œuvre de Spielberg, Peur Bleue choisit d'en être l'antithèse. Plus film d'action que film d'horreur, plus spectaculaire que terrifiant, plus apte à montrer les choses qu'à les cacher, bref, un grand 8 qui ne va pas traumatiser des générations de baigneurs, mais qui va plutôt leur proposer 1h45 de sensations fortes. Pour autant, de prime abord, il est impossible de ne pas comparer les deux films. Le réalisateur s'amuse donc de cette filiation avec son prologue, qui met en scène une attaque au beau milieu de l'océan. Façon pour lui de rendre hommage au film culte de Spielberg, avant de partir dans une autre direction. Car au-delà de son atmosphère générale, ce qui va principalement différencier Peur Bleue des Dents de la Mer, c'est le cadre dans lequel son histoire se déroule. Peur Bleue est avant tout un huis clos se déroulant dans cet immense complexe aquatique peu à peu envahi par les eaux et les requins. Si les Dents de la Mer aimaient jouer avec la terrifiante immensité des fonds marins, où n'importe quoi peut se cacher sous la surface, Peur Bleue prend cette habitude à revers en faisant pénétrer le danger dans un cadre familier. Ici, les requins se baladent dans des couloirs, dans des cuisines, dans des bureaux, bref, ils sont en territoire humain, permettant ainsi au film de se démarquer totalement de son aîné en mettant en scène bon nombre de situations et morceaux de bravoure inédits. Et ça c'est plutôt malin. Il ne cherche à aucun moment à faire une redite du film de Spielberg, qui serait de toute façon moins bien. Peur Bleue, c'est une toute autre histoire, racontée d'une toute autre manière. Si Rémi Harlin a cherché à se démarquer des Dents de la Mer, il n'a pourtant pas raté une occasion de lui rendre hommage. En témoigne la plaque d'immatriculation retirée par Carter de la gueule du requin-tigre au début du film, qui porte exactement le même numéro que celle retirée du même requin par Hooper dans le film original. Autre similitude notable, les requins du film sont tués de la même façon que dans les 3 premiers films de la saga. Une explosion de gaz, une électrocution et une dernière explosion. Et là je me pose une question. S'il y avait eu un 4e requin, aurait-il été empalé par la proue d'un bateau gouverné par Lorraine Gary? On le saura jamais, et ça me rend triste. Le credo de Harlin sur Peur Bleue, c'était de toujours proposer quelque chose d'inattendu, histoire de prouver que non, vous n'avez pas déjà vu ce film. La scène du discours de Jackson en étant le meilleur exemple, même si le résultat final est moins dû à son réalisateur qu'à un travail conjoint entre Samuel L. Jackson, Jeff Hawken et Frank Uriost. On part du cliché hollywoodien, le discours du héros, pour mieux le détruire et surprendre le public. Après, il aura pas non plus le prix du film original, hein. Parce que Peur Bleue, c'est aussi et surtout ce genre de film d'action typique des années 90. Vous savez de quoi je parle, ces blockbusters qui compensent leur absence totale de subtilité par une générosité sans borne. Dans Peur Bleue, vous n'aurez pas seulement droit à des attaques de requins, vous aurez des crashs d'hélicoptères, une tempête, un dresseur de requins, des cascades, LL Cool J, bref, Harlin voulait faire un film d'horreur à grand spectacle, et il a tenu parole. On va pas y aller par 4 chemins, le film est franchement plaisant à regarder malgré ce côté over the top parfois un peu risible. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de ces productions de l'époque. C'est très difficile de s'ennuyer devant Peur Bleue, parce qu'il se passe constamment quelque chose. Après 30 minutes de mise en place, les péripéties démarrent et ne s'arrêtent plus jusqu'à la fin du film. Coincés dans la partie sous-marine de la station, traqués par les requins qui font en sorte de noyer méthodiquement chaque niveau, les personnages ne peuvent se permettre de rester statiques. La fuite, voilà la seule perspective qui s'offre à eux. Peur Bleue, c'est donc avant tout une course contre la montre, pendant laquelle le rythme ne faiblit jamais. Alors oui, c'est parfois too much, mais il y a là une sincérité, une générosité, bref, une réelle envie de bien faire qui fait que, selon moi, le film fonctionne. Parce qu'Harlin ne prend pas ses spectateurs pour des cons, il veut simplement leur offrir le meilleur divertissement possible. On va quand même pas lui jeter la pierre à ce bon vieux Rémi. Surtout que le réalisateur sait se montrer efficace, nous offrant pas mal de plans serrés sur les personnages ayant à peine la place de se mouvoir entre la surface de l'eau et le plafond, faisant ainsi naître la claustrophobie, et nous concocte des morceaux de bravoure particulièrement spectaculaires. Le crash d'hélicoptère sur la tour de contrôle pendant la tempête, l'escalade de la cage d'ascenseur, ou bien le face-à-face entre Preacher et le requin au sein de la cuisine. Après voilà, comme je le disais, c'est généreux, mais c'est aussi extrêmement tape à l'œil et la subtilité est portée disparue. Je la cherche, hein, mais y a pas moyen de savoir où ils l'ont foutu. Un montage parfois surdécoupé, des ralentis en veux-tu en voilà, sans oublier une musique omniprésente qui tombe parfois dans le mélodramatique. Elle est sympatoche la BO, hein, je remets pas le travail de Trevor Rabin en question, mais la façon dont elle est mixée me laisse parfois perplexe. Surtout qu'Harlin a déclaré qu'à cette étape de la production, il avait souvent préféré retirer la musique de certaines séquences pour laisser la tension s'installer. Eh bah putain, qu'est-ce que ça aurait été? Il aurait foutu des cœurs sur un personnage qui pisse, ce grand fou. Pour ne rien arranger, des morceaux sont parfois réutilisés à l'identique sur plusieurs scènes. Concernant le fameux thème des requins, il fonctionne bien, mais rappelle quand même beaucoup celui des Dents de la Mer sur le principe, avec des notes simples qui se répètent de plus en plus rapidement. Et du coup, les requins. Le gros challenge de Peur Bleue, c'était de proposer les requins les plus réalistes possibles. Mission accomplie? Quasiment. Bon déjà, les requins animatroniques sont superbes et impressionnants de réalisme. Leurs mouvements sont tellement naturels qu'on pourrait croire que l'équipe a filmé de vrais requins et le moindre détail est léché. Que ce soit le rendu de leur peau ou de leurs dents, encore aujourd'hui, c'est absolument bluffant. Bref, Walt Canty, c'est un petit peu le Stan Winston des requins en ce qui me concerne, et ses créations n'ont pas pris une ride. Contrairement au CGI.
Malheureusement, les requins en 3D tiennent beaucoup moins bien la route, et le fait que Renny Harlin ne se prive jamais de les montrer joue cette fois-ci contre lui. On va reprendre la scène du discours comme exemple. Si la scène fonctionne bien, c'est uniquement grâce au facteur choc et au fait que l'action en elle-même ne dure que quelques secondes, parce que l'effet visuel en lui-même, il est pas foufou, on va pas se mentir. Sauf que l'action est tellement rapide qu'on n'a pas franchement le temps de s'en rendre compte. Mais, parce qu'il y a un mais Harlin, donc, poussé par son petit côté lourdeau, se sent obligé d'insister en nous montrant le requin partager sa prise avec un confrère dans un plan en CGI dont on aurait clairement pu se passer. Les effets visuels auraient donc pu être utilisés avec plus de parcimonie, surtout étant donné les moyens techniques limités de l'époque. Bref, entre des animations trop rapides et donc peu naturelles et un rendu général des squales qui peine à convaincre pleinement, les effets visuels de Peur Bleue ont malheureusement assez mal vieilli. Plus mal vieilli que ceux d'un Jurassic Park par exemple, pourtant sorti 6 ans auparavant. En ce qui concerne les victimes en devenir des squales, les personnages comme on dit, et bah c'est coup-ci coup-ça pour utiliser des termes techniques. Ce qui est assez plaisant, c'est que le film prend ses personnages au sérieux, ce ne sont pas de grosses caricatures ambulantes. Mis à part Carter, l'action hero incarné par Thomas Jane qui chevauche des requins, on est plutôt face à des personnages vulnérables qui n'ont rien d'héroïque. Ils ont peur, se sentent dépassés et tentent simplement de faire de leur mieux pour s'en sortir. Des personnages terre à terre donc, ce qui est toujours appréciable. Ceci dit, parce qu'il y a un ceci dit, bah ils sont pas franchement passionnants ces personnages, Le problème, c'est que le film ne prend jamais le temps de les creuser un peu. Il pose des bases, le père malade de Suzanne, le passé de Carter en prison, l'accident en montagne de Russell Franklin, mais n'en fait rien. Et ça, c'est l'inconvénient du rythme très soutenu du film, qui ne prend par conséquent plus le temps de creuser ses personnages une fois que l'action est lancée. Ça reste donc assez plat, et on passe à côté de leur potentiel dramatique. Le meilleur exemple étant le personnage de Suzanne. Suzanne, c'est un petit peu le docteur Frankenstein du film, dans le sens où c'est elle qui est à l'origine de la création des monstres. Mais Suzanne estime avoir agi pour des raisons nobles, à savoir trouver un remède à la maladie d'Alzheimer dont souffrait son père. Pour elle, c'est une affaire personnelle, et son arc au sein du film va consister à prendre conscience de ses erreurs en tuant les monstres qu'elle a créés, les empêchant donc de s'échapper et sauvant ainsi de nombreuses vies. Bref, un personnage avec des failles et donc intéressant. Sur le papier. Le problème, c'est que Suzanne est totalement sous-exploitée passé l'acteur, et son côté très froid n'aide pas du tout à s'attacher à elle. Du coup, pendant les 3/4 du film, elle reste simplement un personnage pas super amical qui a agi sans penser aux conséquences de ses actes et qui est donc responsable de tout ce chaos. Et quand elle prend finalement conscience de ses erreurs, il est trop tard. Parce qu'on est complètement détaché vis-à-vis d'elle. Et du coup, je peux comprendre ce revirement qui a eu lieu à la suite de la deuxième projection test. Pour que la fin originale fonctionne pleinement, le film aurait dû prendre le temps d'approfondir son personnage et de l'humaniser. Et en faisant autre chose que lui demander de prendre un air tristounet, ça va bien 5 minutes. Mais pour autant, la nouvelle fin est à mes yeux tout aussi loupée, parce qu'elle n'a plus vraiment de sens en termes de narration. Je veux dire, pourquoi faire de Preacher le héros, celui qui sauve tout le monde en faisant exploser le requin? Que Suzanne le fasse est signifiant, le créateur détruit son œuvre et se rachète. Mais Preacher, le cuisinier... Eh bien en fait, le truc, c'est que Preacher, pendant une partie du film, il se retrouve tout seul, devenant donc le héros de sa propre histoire. En fait, c'est le seul personnage avec qui on a droit à de petits moments d'intimité qui permettent de l'humaniser. Et étant donné qu'elle est le Koja à son petit charisme, bah ça fonctionne. On l'aime bien Preacher, bien plus que les autres personnages en tout cas. Pour autant, faire mourir Suzanne et la remplacer par ce dernier, je ne suis pas spécialement convaincu que c'était la solution idéale. Surtout que ça vient insister sur le sous-texte religieux du film, représenté par Preacher, sans aucune subtilité. Après, l'absence de subtilité peut faire office de thématique globale du film, Au lieu d'un discours sur les dérives de la science avec un face-à-face entre le docteur Frankenstein et sa création, on hérite du brave vengeur de Dieu qui vient mettre un terme aux agissements du diable. Et puis cette dernière minute, bah... ça fait tout retomber comme un soufflet. On sent vraiment que le dialogue entre Preacher et Carter a été réécrit à la va-vite. Are you sure it was just 3 sharks? I quit this job. Take me back to the ghetto. Tout le monde est mort, Suzanne vient juste de se sacrifier, mais ils sont pas spécialement traumatisés, tout va bien pour eux. Le film se termine donc de façon un peu con sur un LL Cool J apparemment hyper content que son chapeau ressemble à un aileron de requin. Je sais pas ce que je préfère entre le clip et les paroles. Mais est-ce que ces ratés sont suffisants pour bouder son plaisir face à Peur Bleue? Absolument pas. Le film n'est pas parfait, mais il remplit sa mission de divertissement haut de gamme et se place sans problème à la suite des Dents de la Mer dans mon top des meilleurs films de requins. Bon, il y en a pas beaucoup certes, mais quand même. De l'action maîtrisée, des requins majoritairement crédibles et des retournements inattendus font donc de Peur Bleue un film popcorn particulièrement efficace, qu'on revoit toujours avec plaisir. Et vous savez quoi? En 2018, ils ont sorti une suite. Ouais, Peur Bleue 2, un direct vidéo à 5 millions de dollars qui sent bon le gros navet. Le genre de film qui aurait sa place dans un sinistre étrange, je sens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!